Hoy estamos nuevamente en Argumentos, este espacio de reflexión filosófica sobre el conflicto y la barbarie de Fragmentos, espacio de arte y memoria del Ministerio de Cultura, Museo Nacional de Colombia, un proyecto en alianza con la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Le damos la bienvenida hoy a una invitada que es entrañable para nosotros, es un gran honor tenerla hoy aquí, Zeloa Lustre Bulbina, con su conferencia La decolonización como revolución mundial. Este espacio de argumentos es muy significativo para la memoria de Colombia y del mundo, para las reflexiones sobre la violencia opresiva de estos sistemas coloniales que nos va a referir Zeloa dentro de muy pocos minutos, ya que este es el lugar de memoria de ese proceso histórico, ese hito de Colombia, quizá el más importante en estos largos ciclos de violencia incesante que hemos vivido en los últimos 100 años, es este acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC y las armas dejadas por las FARC, más de 9.000 armas de 13.000 excombatientes, están aquí fundidas en fragmentos con la obra de Doris Salcedo y las mujeres víctimas de la violencia sexual. Desde Argumentos queremos dar un lugar para poder disentir, para poder pensar, disentir, pensar sin violencia, a través de argumentos, de la palabra, de la razón, de la cultura, de lo simbólico, en un lugar en que acordamos que no haya violencia, que ya está comprobado que lo podemos hacer, como es testimonio, este suelo que estamos pisando hoy aquí en Fragmentos. Zeloa Lustre Bulbina es una gran teórica política, filósofa, formada en años no solamente de estudio en Francia, sino también a través de su relación con las colonias. Ha venido trabajando los temas de África, ella nació en Argelia, vive en Nueva Caledonia, que es sur del Pacífico Sur, un territorio que aún es una especie de reserva colonial francesa. Nos ha ilustrado con decenas de libros y publicaciones. La última, Los monos de Kafka y otros fantasmas de África. África y sus fantasmas. Es otra de sus anteriores publicaciones. Recomendamos mucho la lectura de sus libros, muy bien sustentados, no solamente en un suelo de conocimiento de filosofía de los grandes filósofos franceses de la contemporaneidad, sino también de los africanos, fundamentalmente. De modo que también se consulta y se reconoce el conocimiento y otras formas de conocimiento de otros lugares del subglobal. Las independencias no interrumpieron la hegemonía del norte global, dice Zeloa Lustre. Seguimos viviendo los procesos de la colonia. Tenemos las cicatrices. En el caso nuestro, quizá las heridas abiertas todavía de un proceso colonial, porque estos conflictos internos incesantes, estos ciclos de violencia muy largos, de violencia lenta, también se deben a una deriva colonial, en donde no necesariamente es otro el que oprime, también los locales están estructurados replicando unas estructuras de opresión que heredaron del antiguo colonizador, como ella lo expresa y nos lo va a explicar con detalle, y lo pueden consultar en muchos de sus libros, en donde un sector blanco, privilegiado económicamente, y que hereda estructuras coloniales muy claramente del orden político, económico, histórico, la replica violentamente, porque estos procesos coloniales no son del lenguaje, de lo simbólico, de lo psíquico solamente, sino también de una brutalidad y una violencia extrema, que es la barbarie, de la opresión que se ejercen sobre minorías, entre comillas minorías, porque no lo son, negras, indígenas, nativas. Esa acumulación por despojo también de
las corporaciones, de individuos, de gobiernos y de sectores privilegiados de la sociedad y del establecimiento político dominante. Normalmente, países como el nuestro, que tenemos esas heridas abiertas de la colonialidad, que sufrimos esos esquemas de opresión muy vivos, que está todo por hacer, como dice Celoa, son estructuras económicas que están basadas en la explotación de recursos naturales extractivas, que paradójicamente instauran el centro de la catástrofe, la barbarie, en lugares en donde está la esperanza del planeta, en donde está la riqueza de la biodiversidad, en donde podemos hacer grandes cambios para la preservación de los bosques. Es aquí donde se oprime más para devastar, extraer petróleo, gas, carbón, incluso cocaína, para que el norte global se beneficie grandemente económicamente. Entonces, todas estas cosas, estas reflexiones, la colonialidad perdura en el privilegio de ciertas formas de conocimiento y en el rechazo o silenciamiento de otras, en la validación de la cultura y del arte del norte. Bienvenida, Celoa, y le doy paso a su hermosa charla. Muchas gracias. Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation à faire une conférence Fragmentos Artei Memoria. Et j'ai choisi en fait de donner pour titre à cette conférence la décolonisation comme révolution mondiale et à citer Frantz Fanon en exergue de cette conférence. Et nous aurons à penser des années encore les plaies multiples et quelquefois indélébiles faites à nos peuples par le déferlement colonialiste. Alors voici ce que je vais développer. Comment penser à partir d'un monde brûlé? De quelle pharmacie disposons-nous au XXIe siècle pour penser internationalement les plaies et du colonialisme et de la colonialité? Cela ne peut se faire sans prendre en compte l'inégalité des mondes. Pour répondre à ces interrogations, 3 pistes seront explorées. D'abord, celle de la décolonisation des institutions et des mémoires multiples sur un double plan des corps et des biens, la question du primitif ou du premier, de l'hégémonie au présent avec la question du primitivisme. Ensuite, celle de la réparation et de la restitution sur 2 plans, le plan matériel de la restitution, le plan symbolique de la réparation. Ce sont les écrivains, les artistes et les penseurs qui, comme des maîtres de magie, élaborent les pharmacones, c'est-à-dire les remèdes propres à faire oublier ce qui blesse encore. La pharmacie décoloniale comprend donc, pour finir, à la fois les productions littéraires et artistiques et les collaborations sud-sud qui, en les provincialisant, diminuent le rayonnement des anciennes métropoles coloniales. Alors, je commencerai par des remarques préliminaires qui fixent le cadre de ma réflexion. La première est la suivante. Il y a 2 définitions de la décolonisation, une définition moderne et historiographique, et d'autre part, une définition postmoderne et philosophique. Selon la première, la décolonisation est assimilée à la lutte pour les indépendances, lesquelles en marquent le terme. Elle constitue une période historique et peut faire l'objet d'un récit. Cette perspective, bien sûr, est eurocentrée. Le repère est la perte de ces colonies par l'Europe.
Selon la seconde, la décolonisation déborde largement les indépendances. Elle ne constitue pas un avenir, mais un devenir. Autrement dit, ce n'est pas téléologique et elle ne peut faire l'objet d'un récit. La décolonisation, donc, ne saurait être conçue comme un idéal ou un objectif futur, mais un travail présent. C'est pour moi extrêmement important parce que je crois qu'il faut mettre fin à l'idée même de fin, en fait. Cette perspective, la seconde, la perspective postmoderne, est une perspective qui est à la fois déplacée ou, pourrait-on dire, satellisée. Il est possible, deuxième remarque, de concevoir la décolonisation selon deux axes. Le premier est celui de l'objectivité, où l'on réfléchit sur les causes et les effets, et de l'héritage. Le second est celui de la subjectivité. On s'intéresse aux représentations et aux actions, et au lieu de l'héritage, on s'intéresse à la transmission. Je privilégie pour ma part la seconde approche en incluant la dimension de l'inconscient qui est absente du premier axe, et pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait décisif dans ce type de questions, et c'est d'autant plus décisif qu'en réalité, la pensée même de l'inconscient constitue paradoxalement un impensé, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte en fait des phénomènes inconscients qui, bien sûr, font irruption dans notre subjectivité. Donc, il s'agit d'examiner les situations à partir des sujets eux-mêmes et de leur subjectivité. C'est la raison, bien entendu, pour laquelle la littérature et l'art m'intéressent, et selon donc trois dimensions. D'une part, l'histoire comme architecture intérieure, ce qui n'est pas la mémoire. D'autre part, la langue comme politique interne, notamment avec la question des langues minoritaires. Troisièmement, l'espace sexué, ce qui veut dire que, en fait, il me semble que dans un contexte, le contexte de la décolonisation, ces trois dimensions, c'est-à-dire la dimension de l'histoire qui nous habite sans qu'elle constitue pour autant une véritable mémoire, d'autre part, qui nous structure, qui nous habite et qui nous structure, d'autre part, donc, la langue comme politique interne. Pourquoi? Parce que cette langue, elle est pour nous un milieu interne, elle n'est pas seulement quelque chose que l'on apprend de l'extérieur, donc c'est incorporé, c'est intériorisé. Et dans un certain nombre de pays, notamment sur le continent africain, la question des langues est tout à fait primordiale du fait de leur multiplicité, en fait, du fait de ce que l'on appelle la fragmentation linguistique à l'intérieur du continent. Et le genre, évidemment, ne peut pas être laissé de côté et participe, bien entendu, comme le savent mieux, en fait, les Américains sur ce plan que les Africains, constitue un axe tout à fait essentiel dans la décolonisation. Donc, en fait, la critique de la lecture linéaire, chronologique et séquentielle d'une histoire eurocentrée conduit à ce que la géographie remplace l'histoire, la distance spatiale, la distance temporelle. Et la distance temporelle, on le sait, c'était la distance temporelle coloniale, c'était la distance en fait de l'avancée et du retardé, ou encore de l'évolué ou de l'arriéré, puisqu'évidemment, en arrière-plan, on a jusque très récemment, finalement, et notamment dans les politiques pour le développement, on a en arrière-plan l'idée d'une arriération de certaines populations. Et cette distance temporelle est bien entendu caractéristique de la modernité. La troisième remarque concerne la différenciation, à mon sens aussi extrêmement importante,
entre le symbolique, qui inclut bien entendu la dimension de la littérature, de l'art, de la philosophie, et du réel. Parce que sur le plan symbolique, un sujet est d'abord un être parlant ou un corps parlant. Et plusieurs questions se posent. Comment les sujets parlent ou taisent les choses, notamment en matière coloniale? Dans quel langage s'expriment-ils? Enfin, que disent-ils? Ces interrogations fondamentales permettent de partir en fait de l'aphasie coloniale produite par le refoulement, puisque ce qui marque la situation après les indépendances, c'est surtout non pas l'oubli d'un passé, mais l'évitement d'une parole. Et du coup, on a affaire au secret, au non-dit, au silence. Le silence est une forme de violence qui n'est pas toujours suffisamment explorée, et d'autre part, le témoignage, le récit ou l'analyse. Et je dirais que, en fait, dans cet ordre d'idées, il y a toujours un espace de la fiction, et que cet espace de la fiction secrète justement de la réalité. Et pour finir, je mentionnerai, je citerai Jacques Lacan, ce psychanalyste français, selon lequel, j'aime beaucoup cette formule, entre les hommes, il n'y a que la parole ou la mort. Quatrième observation, ma quatrième remarque préliminaire consiste à différencier le post-impérial et le post-colonial. Le post-impérial concerne en fait les anciennes métropoles impériales. Le post-colonial implique les anciennes colonies. La décolonisation ne peut donc avoir la même consistance d'un côté et de l'autre de cette frontière impériale d'un côté, coloniale de l'autre. Et les rapports passés, en outre, ont des incidences sur les rapports présents. Dans le premier cas, c'est-à-dire dans un contexte post-impérial, il s'agit de renoncer à des privilèges, notamment linguistiques et culturels, qui déterminent une espèce de sens commun, entre guillemets, international. Dans le second cas, il s'agit pour le Sud d'accéder à l'égalité collective avec le Nord dans un dissensus, entre guillemets, externe, Sud global, Nord global, et interne, je pourrais y revenir ultérieurement, Sud local, Nord local, puisque tout pays, de mon point de vue, même les pays du Sud, ont d'une certaine façon, et en ce sens, un Nord et un Sud. Ce qui veut dire que la dissymétrie passée perdure avec l'hégémonie du Nord global, nommée mondialisation, et l'exportation, bien sûr, de ces modèles culturels et de ces institutions, notamment le musée. Cela concerne la culture politico-juridique, propriété, citoyenneté, contrat, etc., comme la culture de masse et du divertissement. On pourrait donc, à cet égard, distinguer écrivains et artistes dominants versus écrivains et artistes organiques, comme Gramsci différenciait intellectuel dominant et intellectuel organique. La cinquième remarque, c'est que, et la dernière, c'est que je différencie deux types de situations. La première, qui incarne plutôt les Amériques, sauf historiquement Haïti, celle qui incarne plutôt les Amériques, et celle dans laquelle les indépendances ont bénéficié aux Européens et à leurs descendants, ce qui produit une certaine image de la nation, nation étant prise entre guillemets. Il y en a des indépendances du 19e siècle. La seconde, que représente l'Afrique, à l'exception très notable de l'Afrique du Sud, est celle dans laquelle les indépendances ont bénéficié aux autochtones. Ce sont les indépendances du XXe siècle. Il est clair que la situation des premiers ressemble plus, du moins plus ou moins visiblement, à celle des anciennes métropoles aujourd'hui qu'à celle des anciennes colonies d'Afrique.
C'est extrêmement important car la référence en matière de racialisation a toujours été le noir d'Afrique. Je mets l'expression entre guillemets. En outre, qui dit racialisation dit toujours dérationalisation. Le regard racialisant est celui dans lequel celui qui regarde est un être rationnel, Robinson pourvu de toutes les qualités, découvrant les faiblesses et les vices d'un autre structurellement subalternisé, Vendredi, incapable, qui ne mérite pas de nom. Donc, effectivement, on ne peut pas, dans cette perspective de décolonisation, laisser de côté la question de la race. Donc, pour en venir aux trois axes en fait, de cette conférence, je commencerai par un retour sur la colonie en disant que, d'abord, premièrement, c'est un espace symbolique et réel à la fois de violence physique, massacre, extermination, et de violence symbolique, d'évaluation, domination, qui produisent une toxicité coloniale qui perdure bien sûr après les indépendances. Et c'est un espace, bien entendu, que se disputent les puissances européennes. La deuxième chose, c'est qu'il s'agit d'un espace de la négation du social et du culturel de la population vaincue ou conquise ou colonisée, ce qui équivaut en fait à une dévaluation brutale et totale de leur mode d'être. Les peuples deviennent des populations, les sujets ne sont jamais des exemples, mais toujours des exemplaires, les pays n'en sont plus, ils deviennent des paysages, le paradigme du désert est récurrent, la colonie est une tragédie de la propriété. En effet, les espaces colonisés sont sans propriétaires ni véritables habitants. L'éviction s'exprime dans le langage de la propriété, puisque ces espaces deviennent des possessions entre guillemets européennes. Ainsi, la terre devient terrain économiquement et territoire politiquement. La conséquence immédiate, qui sera une conséquence justement de très long terme, est l'exil des autochtones. Exilés à la fois de chez eux et d'eux-mêmes, cet exil ne prend pas fin avec les indépendances, il est irrémédiable. La troisième remarque, c'est que l'espace, la colonie, est l'espace dans lequel la verticalité prévaut sur l'horizontalité, le supérieur sur l'inférieur, le droit sur le gauche, la religion sur la croyance, la langue sur le dialecte, la culture sur le folklore, etc. Je fais état ici, évidemment, d'un langage colonial. Du coup, bien sûr, la colonisation est une expulsion, les autochtones deviennent des inexistants, leur vie et leur corps ne comptent pas, ils sont réduits à néant, ou comme on le dit en français, ils sont moins que rien. On le sait, ils ont toujours été considérés comme incapables de rationalité, c'est-à-dire de langage, de politique, comme incapable de politique, et quoique dans une moindre mesure d'art, c'est une désymbolisation par destruction de la généalogie. Autrement dit, voici une humanité qui devient ainsi surnuméraire. La conséquence, je ferai référence à deux philosophes français, Rancière d'une part, Lyotard d'autre part, c'est qu'une colonie est l'espace même de la mésentente ou du différent, et il ne faut pas penser que cette mésentente ou ce différent puisse disparaître instantanément, bien entendu, avec les indépendances. Mésentente d'abord et différenciation entre ceux qui comptent et ceux qui ne comptent pas, ceux qui ont le droit de parler et ceux qui ont l'obligation de se taire. Autrement dit, c'est un régime de la coexistence sans qu'il y ait quelque chose de commun. Et voici ce que dit Rancière. Un sujet politique, ce n'est pas un groupe qui prend conscience de lui-même, se donne une voix, impose son poids dans la société. C'est un opérateur qui joint et disjoint les régions, les identités, les fonctions
les capacités existant dans la configuration de l'expérience donnée, c'est-à-dire dans le nœud entre les partages de l'ordre policier et ce qui est déjà inscrit d'égalité, si fragile et fugace que soient ces inscriptions. Autrement dit, Rancière va distinguer la police et la politique. La colonialité, c'est une police. Et la décolonisation est une entrée dans la politique. D'autre part, le différent, à distinguer donc du litige entre colonisateurs et colonisés, repose sur l'idée de tort. Le tort est un dommage accompagné de la perte des moyens de faire la preuve du tort qu'il a subi. En effet, les victimes ne pourront jamais témoigner car elles appartiennent au passé. La colonie de ce fait-là est un régime sans témoignage. C'est la raison pour laquelle, en un sens, et sur un certain plan, la blessure n'est pas cicatrisable. Donc du coup, j'en viens à la question de la décolonisation qui s'entend donc dans cette perspective. La décolonisation des institutions et les mémoires multiples, l'exposition apparaît comme un champ de bataille sur deux plans. D'une part, sur le plan des corps et des biens qui ont été prélevés dans le passé comme des butins de conquête et ont été exposés. C'est là que se trouve posée la question du primitif. D'autre part, sur le plan de l'hégémonie dans le présent, entre régions du monde ou entre populations, et c'est là que se trouve posée la question du primitivisme. En fait, il faut commencer par se poser une question simple. Il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un musée ? Un musée, d'abord, c'est une banque culturelle nationale. Pour l'amateur de mots, la banque est liée à ce qu'on met sur la table. Et qui mettons ? En Grèce, le terme trapéza désignait la table à 4 pieds sur laquelle on exposait les esclaves pour les vendre, mais aussi le comptoir d'un marchand ou d'un banquier. Les banquiers grecs se nommèrent ainsi trapézaï. Le terme banque, qui est le fer de lance, bien entendu, du capitalisme, en est l'exacte transposition. Quant au mot argent, il vient du grec argos qui signifiait blanc. Donc, je reviens à l'histoire, après l'étymologie, après les cabinets de curiosité du XVIIe, le XVIIIe tardif voit naître les musées, le XIXe en est l'âge d'or. Il s'agit à la fois de tout voir dans l'exposition et de tout avoir dans la collection. Le British Museum est créé en 1759, celui de Mannheim en 1756, celui de Dresde en 1760, de Kassel en 1769, Düsseldorf en 1770. À Florence, les offices accueillent en 1767 la collection des Médicis, tandis que les collections pontificales sont installées au musée Pio Clementino en 1784. Quant au Museo Nacional de Colombia, il est créé en 1823, comme vous le savez bien. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans ces musées? Et l'histoire va produire, l'histoire coloniale bien entendu, va produire une structure muséale qui est assez particulière. On sait que la chosification faisait de l'esclave antique une marchandise et que cette chosification s'est perpétuée jusqu'au temps présent, puisque certains objets contenus dans les musées ont été considérés comme des choses plutôt que comme des personnes. Ils ont été assujettis au droit réel et non au droit personnel. Je fais ici référence au corps humain. Ce que les uns voient comme des personnes, des ancêtres, d'autres les voient comme des choses, des objets de collection. Dans les musées français et occidentaux, des restes humains, et notamment des crânes, n'ont pas été ou ne sont pas considérés comme appartenant à des personnes mortes, mais comme des biens culturels relevant du patrimoine national. Il s'agissait donc
de conserver scientifiquement, entre guillemets, ce qui était en train d'être détruit politiquement. On voit très bien quels sont les dangers de l'ethnographie. S'agissant des corps, donc, la France possède 18 000 crânes et 23 000 restes humains. Je donnerai un exemple, parce qu'il est très récent, il concerne la Nouvelle-Calédonie. Le 1er septembre dernier, Ataï, un chef de guerre tué en 1878 à Amboa, a été inhumé. Il a été tué, après avoir été tué, il a été décapité. Sa tête est devenue un avoir, c'est-à-dire un capital français. Et la restitution n'a eu lieu qu'en 2014, alors que la France s'y était engagée en 1988. Donc c'est un chef qui figurait dans les collections muséales françaises. Et qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que dans la foulée de l'exposition universelle de 1878, l'État français fonde le musée d'ethnographie du Trocadéro, qui va être directement placé sous la tutelle du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts et qui va donner lieu ensuite au musée de l'Homme. On verra comment finalement on peut concevoir aussi le musée du Quai Branly. La question des biens, pour en rester au cas français, la France possède 300 000 pièces des 4 coins du monde. Je donnerai un exemple qui est également un exemple d'actualité. En 1894, les militaires français gagnent avec la reddition de Béhanzin un butin de guerre et remettent 27 objets au musée d'ethnographie du Trocadéro. On sait bien sûr combien l'ethnographie a été entreprise coloniale, c'est-à-dire blanchiment de ce qui a été extorqué par la force ou par la ruse. Les trophées sont d'abord convertis en objets de science avec une valeur symbolique, puis en objets d'art avec une valeur marchande. À Abomey, donc, à l'époque, 3 grandes statues royales et 4 portes avaient été enterrées et elles ont été exhumées et emportées par les Français. Donc, les témoins de l'histoire et de la religion du Dahomey ont figuré dans un lieu qui effaçait leur signification comme des signes en souffrance, et la loi sur leur restitution est une loi de décembre 2020. Donc, le point très important pour moi, c'est que ces statues étaient utilisées en fait notamment dans des rituels, bien entendu, et elles sortaient donc sur des chariots à 4 roues pendant les coutumes annuelles en l'honneur des ancêtres royaux. Donc, on voit bien ici que la question de l'ancestralité, c'est une question qui est tout à fait fondamentale dans toute perspective de réflexion sur, d'une part, la colonie, d'autre part, la décolonisation. Et elles accompagnaient le roi donc lorsqu'il se rendait à la guerre, parce que ces statues étaient censées lui parler dans une langue secrète traduite par un initié, ce qui veut dire que la métamorphose des personnes en choses, des signes parlants en signes muets, est l'opération impériale par excellence. Ce silence assourdissant est l'écho insonore du silence auquel tous les colonisés en fait ont été contraints. Le primitif, qu'est-ce que c'est? C'est un sujet réduit à un corps réduit à une chose qui peut être collectionnée et exposée à côté des œuvres qu'il a, comme être humain, produites. C'est évidemment une définition fonctionnelle du primitif, et c'est une définition qui n'épuise pas l'exploration de la notion de primitif. Ce serait en fait une erreur d'appréciation que de séparer ce qui n'est au départ que distinct. En effet, comment dissocier certains objets de certains corps?
Ces objets, ces objets sont des objets intermédiaires et souvent médiateurs. Comme des dépouilles mortelles, ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des choses non plus. On ne peut donc, s'agissant du patrimoine, entre guillemets, mis en valeur, entre guillemets, dans les musées occidentaux, européens notamment, dissocier nombre d'objets des rites funéraires, de l'ancestralité et donc de la religiosité. L'exposition de masques peut, dans ce sens, ressembler à une profanation. Le masque Kurumba, par exemple, est destiné à être habité par l'âme du défunt et devient donc son représentant matériel. Ainsi sacralisé, on peut l'interroger. Or, ce qu'il y a de très important à mon sens, c'est au temps de leur usage que ces masques ont été saisis par les Européens. C'est peut-être en raison même de leur fonction, car pouvaient-elles être ignorées. En 1961, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss s'interrogeait ainsi. Notre science retrouverait-elle ses assises si des ethnologues africains ou mélanésiens venaient, en échange de la liberté qui nous serait conservée, faire chez nous ce que naguère nous faisions seuls chez eux. Cette réciprocité serait souhaitable car elle profiterait d'abord à notre science qui, par la multiplication des perspectives, serait en mesure d'accomplir de nouveaux progrès. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, elle ne résoudrait pas le problème. Ce qui me donne l'occasion, en fait, de souligner qu'aujourd'hui, il y a une politique de recrutement dans les musées européens et plus largement dans les musées occidentaux, dans les musées du Nord global, de recrutement, je dirais, entre guillemets, d'anciens sujets de la colonie. Et j'aurais sur ce point exactement la même position que Claude Lévi-Strauss, c'est-à-dire que la réciprocité et la symétrie sont souhaitables, mais comme il le dit, il ne faut pas se faire d'illusions. Cela ne résoudrait pas le problème parce que ça ne pourrait éventuellement résoudre des questions que localement et non pas globalement. La question du primitivisme, donc, va se trouver posée corrélativement à la question du primitif. Et je rappellerai certains éléments, certains événements des années 80 qui sont un tournant et qui peuvent apparaître, en fait, dans le Nord global comme le chant du cygne de la modernité. En 1984, le MoMA de New York présente une exposition qualifiée, je cite, « d'une des plus ambitieuses jamais préparées par le Musée d'art moderne ». Et je poursuis, le primitivisme dans l'art du XXe siècle, affinité, au pluriel, du tribal et du moderne, voici le titre de l'exposition. Cette exposition est censée être la première à avoir jamais juxtaposé des objets modernes et des objets tribaux à la lumière de l'histoire de l'art informée. Que montre cette exposition monumentale, comme il se doit à New York, 150 œuvres d'art moderne et plus de 200 objets, entre guillemets, tribaux. Le nombre dit déjà la puissance. En 1977, le Centre Pompidou à Paris avait exposé dans le voisinage de ses collections d'art moderne une centaine d'objets tribaux provenant précisément du Musée de l'Homme que j'ai déjà mentionné. En 1984, donc la même année que celle de l'exposition du MoMA à New York, le Grand Palais à Paris exposait la collection de Ménil et juxtaposait œuvres primitives et œuvres modernes. Bien sûr, on aurait pu penser qu'on avait alors affaire à une égalisation des mondes qui se manifestait par la mise sur le même plan d'œuvres modernes et d'œuvres tribales. En réalité, tout au contraire, celles-ci, les œuvres tribales, les œuvres dites d'art primitif, fonctionnaient comme faire-valoir de celles-là. Car le primitivisme était considéré comme étant contenu dans l'art moderne
et comme n'étant en rien une source d'inspiration pour les artistes du XXe siècle, européens ou occidentaux. Tout au plus, selon William Rabin, le directeur du MoMA, pouvait-on repérer des affinités. Autrement dit, c'est par leur génie propre que les Européens, et plus largement les Occidentaux, se rapprochaient ainsi des arts dits primitifs. Voilà quel était finalement le propos de ces expositions. Modernisme artistique apparaît ainsi, idéologiquement et colonialement, comme une création originale, non comme une réception, non comme une imitation, ce qui aurait été perçu comme une forme de passivité. Le déni de l'appropriation est absolument cinglant. La question du déni, justement, est très importante. Pourquoi? Parce qu'il faut rapporter, bien entendu, le déni à la parole et au silence. Il est intéressant de souligner qu'aucune information n'est apportée sur les 10 objets tribaux primitifs. La situation, en réalité, est comparable au Quai Branly à Paris, temple dédié aux arts premiers, qui a été ouvert, musée qui a été ouvert en 2006. La même religion, entre guillemets, y est quoique autrement professée. Les anthropologues, au nom de la science, veulent souligner la dimension anthropologique des objets. Les amateurs d'art, au nom de l'art, leur dimension esthétique. Ce sont les derniers qui l'emporteront. Là encore, l'égalité est mise en avant. Jacques Kershach, un marchand d'art premier, avait publié un manifeste intitulé, c'était en 1990, pour que les chefs-d'œuvre du monde entier naissent libres et égaux. Or, ces chefs-d'œuvre étaient détenus par les collectionneurs et les banques du Nord global. Du fait de la conformité du dispositif choisi par le Quai Branly avec la représentation exoticisante et coloniale qui prédomine encore en France, les expositions rencontrent un énorme succès public. Pire encore, en Afrique, des Occidentaux, français en particulier, recherchent ou ont recherché un art visuel typiquement africain. En 2006, une grande exposition circule aux États-Unis, de Houston à Washington, l'art africain aujourd'hui, chef-d'œuvre de la collection Jean Pigozzi. À Houston, un collectif d'artistes baptisé Otabenga Jones and Associates, d'après le nom donc d'un pygmée exhibé aux zoos du Bronx en 1906, manifeste. Sur leur pancarte, que peut-on lire? Vous ne pouvez pas contenir ma négritude dans votre boîte blanche, ou encore l'Afrique n'est pas un pays. Les œuvres choisies dans cette collection sont celles d'artistes autodidactes qui ne quittent jamais quasiment leur pays. Cela apparaît alors comme un gage d'africanité. Le primitivisme renaît autrement sous la houlette du conseiller de Pigozzi, Bernard Magnien. Nombreux sont ceux qui, à l'époque, ont dénoncé le caractère colonial de l'exposition et l'image néo-primitive donnée à l'art des artistes d'Afrique. C'est une blessure de plus, cette blessure est récente. Donc on comprend bien qu'en réalité, la colonialité est une espèce de millefeuille et que ce sont toutes ces couches, en fait, bien entendu, qui posent problème. Le deuxième point, donc c'est la question de la restitution et de la réparation. On a affaire au musée et à ses plans de campagne. Sur le plan matériel, la restitution des œuvres du passé par les musées occidentaux consiste à se déposséder et donc à se décoloniser, car dans un devenir commun, les œuvres se partagent. Sur le plan symbolique, c'est-à-dire non pas du côté post-impérial, mais du côté post-colonial,
La réparation est le fait des artistes, des écrivains et des penseurs, car ce sont eux qui élaborent les pharmacodes, c'est-à-dire les remèdes appropriés pour panser les plaies et du passé et du présent. D'abord donc sur le plan matériel. Il faut restituer les corps et les biens et réparer ainsi d'une certaine façon le mal infligé à répétition, mais uniquement par la restitution. C'est un minimum, bien entendu, en matière de décolonisation. Je rappelle le contexte. En 1969, un manifeste culturel panafricain est élaboré lors du Festival panafricain d'Alger. Un manifeste des invaincus. Que dit-il? La conservation de la culture a sauvé les peuples africains des tentatives de faire d'eux des peuples sans âme et sans histoire. La culture les préserva. Voilà pourquoi l'Afrique accorde tant de soins et de prix au recouvrement de son patrimoine culturel, à la défense de sa personnalité et à l'éclosion de nouvelles branches de sa culture. C'est à partir de ce texte que l'ONU adoptera à partir de 1972 de multiples résolutions sur le retour ou la restitution de biens culturels à leur pays d'origine dans le cadre de la préservation et du développement des valeurs culturelles. En 2007, retour et restitution deviendront partie intégrante des droits des peuples autochtones. Et pourtant, combien de temps a-t-il fallu? Faudra-t-il, pour que ces résolutions soient mises en application par les États qui les ont signées? L'appropriation primitive, comme on dit, accumulation primitive du capital, n'est pas remise en cause. En France, apparemment, tout le monde s'accorde sur le principe de la restitution, mais dans les faits, à condition qu'elle reste l'exception. En ne remettant pas en question le système des objets, en ne voyant pas la postcolonialité d'un marché de l'art qui ne crée pas les normes, mais qui les entérine, on ne perçoit pas combien l'histoire des Africains leur est confisquée. Tout se passe comme s'il devait être non seulement sans histoire, comme on a pu le dire, mais également sans mémoire, à défaut de posséder eux-mêmes des archives de leur passé. J'entends le terme archive ici au sens global et je place les œuvres d'art dans ces archives. Car les signes dont ils héritent aujourd'hui sont d'abord ceux des anciens colonisateurs, ceux-là même qui les ont dévalués au moment même où ils s'emparaient de leur production. Je note, en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement, je note la contradiction, parce qu'on ne peut pas penser en réalité qu'une colonie, c'est un espace qui est sans contradiction. Aucun espace n'est sans contradiction, aucun type de politique n'est sans contradiction, mais l'important, c'est que les contradictions, ils sont quasiment la règle et la cohérence l'exception. C'est l'inversion coloniale ou encore, aujourd'hui, la colonialité. Donc, ceux qui se sont accaparés ces œuvres ont prisé les œuvres de ceux qu'ils méprisaient. Le prix qu'ils leur accordent aujourd'hui n'est pas exempt d'indifférence à l'égard des sociétés dans lesquelles les artistes africains classiques se sont épanouis. En revanche, l'assimilation européenne de la connaissance et de la propriété, du savoir et du pouvoir n'est pas réellement remise en question. Elle est pourtant au fondement même des musées. Donc, après les indépendances, reste à décoloniser non seulement les musées et l'histoire des vainqueurs, entre guillemets, les Européens, mais aussi les chercheurs européens qui croient très souvent que la décolonisation est terminée quand elle est à accomplir. Alors, qu'en est-il donc de la réparation? La réparation et ses remèdes.
Est-ce un hasard? Je commencerai par cette interrogation, donc dans le contexte africain dans lequel je me situe. Est-ce un hasard que de nombreux artistes contemporains travaillent sur les masques? La création de nouveaux masques est une façon de restaurer de la continuité dans la discontinuité, une façon de réhabiliter les artistes anonymes du passé, une façon d'opposer du contemporain au primitif. Par exemple, Romuald Azoumé a réalisé une multitude de masques en bidon d'essence et notamment une série de plus de 300 masques intitulée La bouche du roi. La bouche du roi vient du nom que les Portugais ont donné à l'estuaire du fleuve Mono, à Boca do Rio, c'est-à-dire la bouche du fleuve. Plus tard, les Français en feront la bouche du roi et non pas du fleuve. Autrement dit, avec Romuald Azoumé, la bouche du roi est une interprétation artistique de l'esclavage et du colonialisme. Ces masques parlent, chants, lamentations, implorations pour ceux qui ne savent pas où ils vont. Est-ce un hasard aussi que ce foyer de la traite négrière, l'actuel Bénin, soit au cœur des problématiques de la restitution, au cœur aussi d'un art de la réparation? Car il ne s'agit pas seulement d'indigènes, mais d'esclaves. Le compatriote de Romuald Azoumé, Calixte d'Abcogan, est un descendant de forgeron à la cour du roi Tofa à Porto Novo, où il travaille. Il s'inspire des statues Fon et crée également des masques qui expriment ses croyances et sa vision du monde. Au Bénin, le pouvoir du masque, c'est le vaudou. Au-delà, ces œuvres mettent fin aux bouches sans parole des empires coloniaux. C'est à Ouida, la capitale du vaudou, le lieu d'embarquement des captifs vers les Amériques, qu'un musée d'art contemporain a été ouvert en décembre 2013, après donc que la fondation Zinsou a ouvert ses portes à Cotonou en 2005. Le Bénin, donc, ici, apparaît comme central et singulier dans la problématique de la réparation. Les anciens colonisés, à l'évidence, ne veulent plus relever des incomptables. Les demandes de restitution, de mon point de vue, sont donc toujours sur ce plan légitime, car elles visent à restituer la parole à ceux qu'on a prétendu pouvoir faire taire. En face, l'argument selon lequel les restes du royaume d'Abomey auraient été détruits s'ils étaient restés sur place ne tient pas, car comme les codex mayas, mais autrement, la colonie a détruit, du moins pour partie, les cultures de diverses manières. Enfin, l'argument selon lequel l'achat justifierait la possession par les musées du Nord global ne saurait non plus tenir, car on a bien acheté par le passé des êtres humains, et ceux-là même qui défendaient l'esclavage défendaient tout simplement l'achat et la vente. C'est pour ça que j'ai toujours été très touchée par le tableau de Chéri Samba, Hommage aux anciens créateurs. Il est pour moi extrêmement éloquent, car il institue une ancestralité entre l'artiste contemporain et les œuvres du passé, possédées et exposées dans les institutions du Nord global, et je voudrais le citer. Et cela fait partie de son tableau. En visitant par visite officielle la salle d'exposition du Volkenkund des Museum der Universität Zurich, se trouvant dans le sous-sol d'un jardin plein de bambous, j'étais frappée par le grand nombre d'objets antiques, masques, textiles, statues, tous de très haut niveau, que renferme cette salle. Je sentais comme si quelques-uns de ces objets me faisaient des frictions au corps. J'étais alors persuadée que ces objets avaient toujours leur pouvoir surnaturel, et c'était des vrais. Puisqu'à cette époque, le marché n'était pas concurrence et il ne devait donc pas y avoir de fausses pièces. J'étais tout de même étonnée d'apprendre que M. Corré, qui avait monté cette exposition,
qui avait monté cette impressionnante collection n'avait pas connu l'Afrique, d'où provenaient les œuvres de sa collection, pour rencontrer les créateurs à qui je rends hommage. Y a-t-il d'autres collectionneurs semblables à M. Corré? D'où ma dernière perspective, la pharmacie décoloniale, penser les plaies et effacer les cicatrices. Je pense que cela vient d'abord des productions littéraires et artistiques des Suds qui redonnent de la saveur de soi et de la collaboration Sud-Sud et de la désincarcération, si je puis dire, des pratiques artistiques. D'abord, il est clair que la restitution participe de leur décolonisation pour les pays post-impériaux, je l'ai dit. Pour les pays post-coloniaux, je le redis, c'est la réparation qui est la dimension primordiale de leur décolonisation. La décolonisation, programme de désordre absolu des Éphanons, est une sortie ou une rupture de l'hégémonie qui est l'héritage postcolonial de la colonie, autrement dit de l'empire, dont l'emprise, parce que la colonialité c'est l'emprise, la colonie c'est l'empire, dont l'emprise ne s'est pas nécessairement éteinte donc avec sa disparition politique. Sur le plan culturel, le rapport à l'héritage et donc à l'hégémonie est fondamentalement ambivalent. L'énamoration en est la dimension cruciale. C'est pourquoi il est d'abord si important de retrouver la saveur de soi. C'est le premier remède de la pharmacie décoloniale. Il fait partie des armes miraculeuses dont Césaire a parlé à propos des mots du poète. Une décolonisation est effectivement une révolution copernicienne qui s'effectue de façon privilégiée, non pas seulement dans la littérature, mais comme une décontamination aussi grâce à la littérature. Car une décolonisation ne s'effectue pas linéairement et progressivement. Ça, c'est une conception moderne, en fait, d'un processus. La colonialité disparaît par fragments, sans qu'on sache à l'avance quel morceau se perdra dans l'oubli. Autrement dit, perdra son efficience négative. C'est d'autant plus difficile que l'hégémonie perdure et l'inégalité des rapports. La décolonisation consiste en une relève et dans le fait de se relever, un passage du non-être à l'être. C'est au fond une clinique. La littérature est à cet égard un pharmacone, un remède et un poison, une mémoire et un oubli. 3 ans après la publication du texte de Deleuze et Guattari sur Kafka et la littérature mineure, Césaire est invité en juin 1978 à Genève, où a lieu la création d'une cantate composée par Robert Corman sur un texte extrait du Cahier d'un retour au pays natal, dont il parle comme d'une rencontre fécondante. Il y discute de la notion de littérature mineure. Que dit-il? Pour décrire l'activité spécifique d'un groupe allogène hors territoire qui s'empare d'une langue, en fait son bien et la plie à ses besoins propres, je songerai volontiers à la piraterie. Et je dirais que comme il y a des radios pirates, il y a un emploi pirate de la langue et que c'est cela, une littérature mineure. Oui, dans ce sens, la littérature nègre d'expression française est aussi une littérature pirate. Fin de la citation. L'entreprise donc est à ses yeux insolite et révolutionnaire et Césaire souligne que, je le cite, la parole première dans ce domaine a été la parole poétique parce que seule la poésie peut donner la saveur de soi-même. La dimension critique, donc, de la littérature et des arts peut ainsi apporter sur le plan symbolique une forme d'apaisement dans la restauration des subjectivités niées. L'inflation des images résultante de la reproductibilité technique de l'œuvre d'art peut apparaître comme positive dans la mesure où elle peut permettre d'effacer les anciens stéréotypes
véhiculées notamment dans les cartes postales, en les recouvrant d'autres images plus respectueuses des sujets alors étiquetés dans une, entre guillemets, zoologie des peuples qui ne disait pas son nom. Marlène Dumas reprend par exemple dans Femmes d'Alger une image violente de la guerre d'Algérie qu'un journal néerlandais a publiée en occultant certaines parties du corps dénudé d'une jeune fille dénudée par des soldats français. Tracy Rose montre la Vénus hottentote en femme non pas monstrueuse comme dans les images d'antan, mais normale, entre guillemets, dans un champ et non pas exhibée vivante sur une scène ou exhibée morte dans un musée, à savoir le musée de l'homme. Il faut savoir que, bien entendu, les archives, et surtout les archives coloniales, nous lèguent des problèmes. Comment alors hériter des images du passé? Les anciennes colonies d'Amérique ont légué des peintures. Les nouvelles colonies d'Afrique et d'Asie ont été marquées et remarquées par la photographie. Les stratégies artistiques sont plurielles qui signent aujourd'hui la provincialisation d'un regard autant que la transformation des objets d'antan en sujets présents. Elles cherchent au fond à mettre le passé à sa place ou au placard. Dans la photographie, le portrait est extrêmement important, avec par exemple Malik Sidibé, et le portrait remplace le cliché colonial. L'autoportrait avec Samuel Fosso ou avec Fatima Mazmouz se joue de tous les codes et de toutes les conventions. Ces photographies sont des envers de la photographie coloniale. Les êtres dans la colonialité, les êtres figés sur le papier, les objets achetés ou raptés s'alignent comme une armée de fétiches. Quel usage contemporain faire de ces anciens invariants? Faut-il laisser ces archives de côté ou les réinscrire dans le présent? Et comment? À partir, par exemple, des images de l'expédition du Belge Charles Lemaire au Congo, Sami Balogi incruste dans la série Congo-Far West les types d'antan, femme au roi, grand chef au roi, sur des aquarelles de Dardenne. Les anciens albums de photographie sont revisités au milieu de clichés montrant l'explorateur Powell et sa chasse aux fauves. Des instantanés d'aujourd'hui font voir des militaires arpentant le terrain. Édouard Duval-Carrier, pour la Caraïbe, réinvestit un paysage peuplé de fantômes, à la façon scintillante et pailletée du réalisme merveilleux. Revisitant les peintures du passé, il montre, face à une végétation dense, sous un ciel chargé de terreurs nocturnes, une barque colombienne, celle de Christophe Colomb, contenant des personnages de Walt Disney prêts à accoster. Ils sont les symboles des paradis tropicaux que représentent aujourd'hui, avec leur formule all-inclusive, les Caraïbes et la Floride. Ce n'est plus seulement l'espace de la plantation et de l'esclavage, mais celui des resorts qui est évoqué. Je crois que je terminerai rapidement cette conférence. Je crois que des puzzles toujours nécessairement incomplets s'érigent en miroir aujourd'hui des images du passé. L'art contemporain produit en effet un effet miroir qui restaure le sujet et la subjectivité dans leur puissance imaginante. Réfléchir la mémoire de Kader Attia de 2016 montre par exemple combien le présent d'une mutilation peut se dissiper sous l'effet d'un mirage efficient. La thérapie prescrit des séances au miroir qui font halluciner intérieurement le membre perdu. Image saisissante d'une perte irréparable avec laquelle vivre, en quoi consiste la réparation, non pas vivre sans la blessure,
mais avec elle, en l'oubliant. Dans cet étrange laboratoire, des visages anciens réapparaissent. Ils nous renvoient à une ancestralité complexe dans laquelle on trouve de la parenté, du patrimoine, d'anciennes et de nouvelles alliances. Des phares nouveaux sont venus éclairer d'anciennes réalités pour les faire disparaître, en quoi les artistes, les écrivains et les penseurs peuvent bien être des maîtres de magie ou de grands révolutionnaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Gracias, Eloa. Estuvo muy impresionante la charla. Realmente es comprensiva de un enorme cuerpo teórico muy difícil de comprender y de aplicar, pero quizá podemos a través de esta conferencia entrar mucho más a ese universo que has tratado de plasmar en esos libros como Los monos de Kafka y otros fantasmas de África. Ha sido realmente muy ilustrativo de tu pensamiento. Muchas gracias. Una de las preguntas que podríamos iniciar ahora es desde el arte, un poco el movimiento latinoamericano del arte. En Brasil, por ejemplo, algunos teóricos del arte, historiadores, hablaron de que se estaba realizando una operación de antropofagia para tragarse la cultura que viene a colonizar, tragarla en una especie de canibalismo. Esa figura del canibalismo por conversaciones que hemos tenido que te interesa mucho. Podríamos tal vez tomar aquí la primera parte de la discussion contigo, Seloa. Merci beaucoup pour la question, Maria. Effectivement, je trouve que c'est une approche qui est très intéressante. C'est très intéressant, pourquoi? Parce que c'est une autre façon de penser les choses par rapport à la créolisation. C'est-à-dire que l'idée de créolisation, c'est une idée évidemment qui est très intéressante. C'est une idée dont on comprend bien entendu qu'elle soit développée notamment par des penseurs, oui, par rapport à la créolisation. C'est-à-dire que d'un côté, on a la créolisation, d'un autre côté, on a l'anthropophagie. C'est deux façons d'envisager une situation. Et en fait, bon, on comprend très bien que la créolisation est une pensée qui a pu se développer dans l'espace de la Caraïbe. Et alors, ce qui se passe, c'est que ce qui me paraît très intéressant dans le disons, le manifeste anthropophage, c'est-à-dire que de penser en termes d'anthropophagie, je termine juste, c'est de partir du corps et pas seulement de la langue, comme dans la créolisation, si je peux dire les choses de façon schématique. Et du coup, parce que le corps, c'est qu'est-ce qu'on incorpore en fait, et notamment dans un contexte colonial. Je vais donner un exemple qui va permettre de comprendre rapidement la difficulté. Par exemple, dans une situation coloniale, disons moderne et non pas classique, je veux dire moderne par exemple en Afrique et non pas classique dans les Amériques, c'est-à-dire ultérieure bien sûr, eh bien le médicament, il est distribué, le médicament de la médecine européenne, il est prescrit dans le cadre de la racialisation de celui auquel il est prescrit. Et donc, du coup, le remède inclut le poison. Ça veut dire qu'il y a des difficultés, bien entendu, dans cette anthropophagie, puisque au moment où on a quelque chose qui serait de l'ordre du remède, c'est-à-dire eh bien, on aurait en même temps le poison, c'est ce à quoi correspond la notion de pharmacone. Oui, la dernière partie, c'est que je disais que la notion que j'utilise de pharmacone, voilà, inclut à la fois le remède et le poison. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est ambivalent.
Et donc, en fait, disons que la question que je me posais actuellement, s'agissant du modèle qui permet de comprendre, oui, je disais, s'agissant d'aujourd'hui, hein, je me posais la question de savoir si, à partir, par exemple, de Lévi-Strauss, s'il ne fallait pas penser à partir de Lévi-Strauss, qui considère qu'il y a des sociétés anthropophages et des sociétés d'anthropophagie, c'est-à-dire d'incorporation de l'autre, qui incorporent l'autre, et des sociétés qui excluent l'autre, qui les vomissent, parce que c'est le vomi en fait, c'est le fait de vomir, de vomir les autres qui caractérise certaines sociétés pour Claude Lévi-Strauss. Mais moi qui ne suis pas anthropologue, voilà, mes philosophes, il me semble que dans l'espace d'une même société, si tant est que ce soit une société une, en fait, unie, eh bien, dans cette société, il faudrait penser que certains sont anthropophages tandis que d'autres pratiquent le vomissement. Parce que c'est une façon d'aborder la colonialité. Et c'est une façon d'aborder la colonialité à partir de ce qu'on pourrait nommer les frontières de soi, en fait, les frontières invisibles. Et donc, du coup, ça permet de comprendre, par exemple, des stratégies d'enfermement. Parce que quand Lévi-Strauss, par exemple, a parlé de ça, il a parlé de l'enfermement des fous. Et on sait le rapport que Lévi-Strauss a eu avec, ce n'est pas l'Amérique latine puisque c'est le Brésil, donc on n'est pas dans l'espace entre guillemets latin, entre guillemets, hein, lui a fait penser. Et donc, moi je pense qu'on pourrait réfléchir, plutôt que de penser qu'on est, par exemple, quand on est du côté, disons, opprimé de la colonialité, c'est comment se produit l'anthropophagie. Et je vais donner un exemple. Alors, je suis désolée parce que je ne me souviens plus du nom de l'artiste. En fait, la performance était la suivante. C'était d'éponger, je vous dis d'abord parce que vous allez comprendre et puis ensuite, même si c'est pas, vous allez répondre globalement, excusez-moi, traduire globalement. C'est qu'en fait, c'est un artiste qui a épongé en fait de la sueur sur le front, le visage, etc., de multiples personnes, qui a essoré en fait. Il en a fait des gâteaux, il a inclus des gâteaux, il a inclus cette sueur, ce qu'il avait recueilli. Et le jour du vernissage de son exposition, il a fait manger les gâteaux aux personnes qui venaient dans l'exposition. Donc, ça veut dire qu'il les a forcés à l'anthropophagie, alors que justement, le public des expositions est plutôt du côté de la colonialité, sans vouloir évidemment, comment dirais-je, déconsidérer le public des expositions. Je disais que le public, je ne veux pas déconsidérer le public des expositions, je ne veux pas préjuger de la nature de ce public. Mais disons que de façon générale, le public des expositions n'est pas celui des couches les plus défavorisées d'une société. Et donc, je me dis que, en fait, alors la question, pourquoi est-ce que je me la suis posée, je vais expliquer maintenant. C'est la discussion avec un Tahitien qui me disait qu'il avait été avalé, que les Tahitiens les Polynésiens avaient été avalés par les Européens. Et moi, je me posais justement la question de savoir si ils n'avaient pas été rejetés, par exemple, dans l'exotisme, l'exoticisation. Parce que ça oblige, en fait, cette façon de penser à inscrire les corps dans l'espace, les corps avec toutes leurs caractéristiques et tout leur appétit. Et ça permet aussi, évidemment, d'inscrire les relations humaines dans leur globalité. Voilà.
Donc, évidemment, il y a des connexions avec l'idée de créolisation. Mais d'une certaine façon, la créolisation est plus désincarnée que l'anthropophagie. Alors, pourquoi moi je suis très sensible à cette question? Parce que, par exemple, en français, on dit qu'on peut dévorer un livre. Et donc, il y a des choses aussi qui sont de l'ordre de la dévoration. Qu'est-ce qui se passe quand on... Et puis, pour finir, pour donner une référence classique, ma référence, c'est au philosophe Nietzsche, qui dit que penser, c'est digérer. Et qui parlait d'ailleurs du fait d'avoir plusieurs estomacs. On digère de façon extrêmement lente. Et donc, ce qu'on ne digère pas, on le vomit. Donc, c'est bien sûr, ce sont des métaphores, mais pour moi, ces métaphores, elles m'aident véritablement à penser une situation qui est très complexe parce qu'elle est entremêlée. Parce qu'à chaque fois qu'on se déplace dans un espace, par exemple, ou en Nouvelle-Calédonie, ou j'imagine en Colombie, une frontière ou plusieurs frontières se déplacent avec nous. Et cette frontière, c'est la limite justement entre ce qu'on peut digérer et ce qui est indigeste. Et peut-être que ceux qui étaient anthropophages, c'était un petit peu le sens de la performance dont je parlais. Parce que quand on sait qu'on a avalé de la sueur, on est dégoûté. Y vomita. C'est ça. Sí, me comentabas que ese canibalismo Hegel lo atribuye a que solo se puede estar en la historia universal cuando se excluye de esta historia a los otros, a los demás. Entonces, el vómito es la expulsión, ¿no? Bien sûr, parce qu'en fait, comme on peut s'y attendre, Okay. Hegel est centré sur l'Europe. Et donc, il pense l'histoire, bien entendu, comme étant celle des Européens. Et c'est ce qu'il considère comme étant histoire universelle, avec des peuples qui incarnent un moment de cette histoire. Par exemple, les Grecs et la philosophie dans l'Antiquité, ou l'Allemagne à l'époque de Hegel. Mais la condition pour pouvoir construire l'idée même d'histoire universelle, c'est de considérer qu'il y a des peuples qui ne comptent pas, c'est-à-dire qu'ils n'apportent rien à l'histoire. Et donc, en fait, tout simplement, la formule de Hegel, c'est une formule tout à fait abominable. C'est la formule selon laquelle eh bien, ces peuples sont des espèces de rognures d'ongles. Parce que Hegel distingue, en fait, ce qui a vraiment de l'importance et qu'il appelle effectif, et ce qui existe mais pourrait ne pas exister. Ce qui existe mais pourrait ne pas exister sans affecter le monde. Et donc, quand j'ai lu ça, je me suis tout de suite vue comme du côté des rognures d'ongles, de ce qui aurait pu ne pas exister puisque ça ne change rien. C'est un des éléments qui permet de comprendre justement que le même Lévi-Strauss est écrit race et histoire, pour montrer que la race, c'est une façon de penser qu'il y a des gens qui n'ont pas d'histoire et qui ne font pas l'histoire. La metáfora del canibalismo. Realmente, no sé, yo quisiera seguir tratando de enlazar un poco, hay muchísimas preguntas, desgraciadamente muy poco tiempo, pero hay una preocupación precisamente por tu lugar de enunciación. Tú acabas de decir que te sientes como la uña que va a la basura. Desde ahí te preguntan por qué, desde ahí intento yo que respondas la pregunta por qué tú puedes hablar de África en lengua francesa y un poco es casi una crítica, ¿no? La pregunta la siento en forma de crítica. Alors en fait, il faut que je dise quelque chose qui est personnel. Il faut penser que la colonialité, la colonie
et la colonialité sont des formes imposent des mutilations. Et moi, je me considère comme étant quelqu'un qui a été mutilé sur le plan linguistique. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai accordé beaucoup d'importance à la langue comme politique interne dans mon livre sur l'Afrique et ses fantômes. Et donc, en fait, il faut comprendre qu'il y a des langues. Attendez que je termine, hein, vous allez voir, ça va être plus facile pour vous. Il y a des langues qui sont considérées comme des rognures d'ongles ou qui ont été considérées comme des rognures d'ongles en français, qui ont été considérées comme des dialectes. C'était le cas de l'arabe en Algérie. Donc, en réalité, il y a de nombreuses personnes qui n'ont pas eu accès, en fait, à la langue arabe, tout simplement parce que sous la colonie française, ils n'avaient pas pu l'étudier. Donc, je dirais que, en résultat, je ne suis pas arabophone. Dans un pays arabophone, mais qui était aussi francophone. Donc, je me suis trouvée dans la situation décrite par Derrida dans son intervention nommée le monolinguisme de l'autre. Parce que la colonialité, c'est de parler la langue hégémonique de la façon dont elle est imposée de façon hégémonique. Donc, pour moi, c'est une difficulté que d'écrire en français. Mais dans le contexte qui est le mien, ça aurait été une autre difficulté que d'écrire en arabe. Parce qu'en réalité, une hégémonie a remplacé l'autre. Ça veut dire que l'arabe qui est écrit n'est pas de l'algérien. L'arabe qui est écrit, excusez-moi, c'est compliqué, mais c'est ça la colonialité. L'arabe écrit n'est pas l'arabe parlé. Ce n'est pas la même langue. Donc, en fait, par exemple, c'est la situation postcoloniale typique qui consiste à se trouver dans un imbroglio de langues, et notamment l'accès très étroit à l'écriture. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu comme Maria le souhaitait. Gracias, muchas gracias. Bueno, ya se acabó el tiempo, pero voy a hacer otra porque hay demasiadas preguntas. Voy a hacer otra pregunta que me parece muy fuerte y tiene que ver con el título de la conferencia, Revolución Mundial. ¿Es necesario que sea mundial? ¿Es necesario unir situaciones de distintos países, localidades? ¿A qué te refieres con revolución mundial? Alors, il y a deux choses, je dirais, je l'entends sur deux plans. Voilà, le premier, c'est que on ne peut pas considérer qu'une hégémonie va disparaître uniquement de façon localisée. Parce que l'hégémonie est mondiale. Donc, on n'est pas dans une situation où on pourrait, du coup, personne ne se trouve dans une situation où il pourrait régler les choses localement, puisque ça ne ferait pas, localement, ça ne peut pas véritablement faire reculer l'hégémonie. Je pense qu'on peut résister localement. Tous les peuples dans le monde, tous les peuples qui étaient opprimés ont résisté. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est absolument extraordinaire. Notamment dans les populations qui avaient été esclaves, les populations africaines, esclaves dans les Amériques, qui ont résisté. Mais il me semble, bon, je pense que la question, je sais que c'est une question qui s'est trouvée très souvent posée dans l'histoire, c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale. Ma réponse, elle est de l'ordre de la conviction. La question fondamentale, c'est est-ce qu'on internationalise les questions? Alors, moi, je vais donner un exemple. L'exemple de la Convention de l'ONU sur les populations autochtones, les droits des peuples autochtones
résolution de l'ONU qui a été prise en 2007. Et en fait, s'il n'y avait pas eu de communication, s'il n'y avait pas eu d'internationalisation, il n'y aurait jamais eu de convention. On peut toujours dire qu'une convention, ce n'est pas grand-chose. Mais moi, il me semble qu'on peut avoir des accords et des positions internationales de pays du Sud, je parle uniquement des pays du Sud là, eh bien, pourrait, par exemple, dans le cas de la restitution, donner des résultats beaucoup plus importants que les résultats qui sont obtenus au prix d'énormes efforts par chaque pays ou chaque communauté aujourd'hui, et notamment en matière de restes humains. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pensé ça. Je dois dire que, en fait, je suis très influencée, pour ma part, par le fait que, je vais revenir au passé, à la question de l'indépendance, mais je dirais quand même, c'est une précision historique qu'il me semble devoir vous donner, c'est que l'indépendance de l'Algérie, elle n'a pas été acquise par la lutte armée, même après 8 ans de guerre. Elle a été obtenue par l'internationalisation de la question et la constitution d'alliés et d'alliances. Mais même très loin du lieu, je veux dire, quand je dis international, je ne veux pas dire régional, par exemple. Par exemple, ce qui n'était pas une véritable ambassade, puisqu'il n'y avait pas de gouvernement algérien avant l'indépendance, mais il y avait en ce sens une ambassade officieuse d'Algériens au Japon. Et donc, les choses qu'on peut voir, par exemple, à l'intérieur d'un continent, par exemple, toutes les relations que certains Africains ont les uns avec les autres, j'entends en matière d'art, ne sont pas encore suffisantes. Pourquoi ? Parce que finalement, les anciens centres conservent leur importance, les anciens centres du Nord, en fait, du Nord global. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est les relations sud-sud qui me semblent à développer plutôt que déjà développées. C'est la raison pour laquelle votre invitation m'a fait aussi plaisir. Muchas gracias, Eloa, por compartir con nosotros tanto. Esperamos que pueda volver pronto y conocer los líderes y las mujeres lideresas que han sostenido esta resistencia local y ojalá podamos encontrar un camino para hacer esa revolución mundial. Es necesario, creo, la unión entre filosofía, conceptos, trabajo, acción, prácticas, y por eso es tan importante contar hoy con usted. Merci beaucoup. Je vous remercie vivement. Les échanges ont été extrêmement riches. Je me sens quelqu'un de très gâté par ces échanges et cette communication qui a précédé déjà cette séance d'aujourd'hui et par la séance d'aujourd'hui avec Maria. Donc, vraiment, merci beaucoup à vous. Bien. Hasta pronto. Merci. Esperamos en el próximo evento teórico que seguramente será una discusión entre Rosy Braidotti y Achille Bembe sobre esos temas que siguen esta línea de cómo resistir a la opresión y cómo pensar la violencia. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.